Un comique dit des choses amusantes. Un humoriste dit les choses de façon amusante. Bob Newhart n'était pas censé devenir célèbre. Il n'était pas un artiste né, il était comptable. Timide, maladroit, terrifié par la foule. Pourtant, son tout premier album de comédie s'est mieux vendu que tous les autres, même les Beatles, et lui a valu des Grammys qu'il ne pensait même pas mériter. Hollywood doutait de lui, mais il a réécrit les sitcoms et resté à l'abri des scandales et a construit un mariage de 60 ans qui a défini sa vie. Et maintenant, avec sa disparition, les luttes cachées, les victoires choquantes et les vérités inédites derrière le génie tranquille de Bob Newhart sont enfin révélées. L'histoire de Bob Newhart ne commence pas avec des tapis rouges ou des foulceaux délires. Elle commence avec des jours calmes et ordinaires à Oak Park, dans l'Illinois. Né 1929 dans une famille catholique de classe moyenne, Bob a grandi dans un foyer strict mais aimant qui valorisait la discipline plus que le talent de spectacle. Il a fréquenté des écoles catholiques, est allé à l'université Loyola de Chicago et a étudié l'administration des affaires. Difficile d'imaginer un parcours menant à la grandeur comique. Il était réservé, poli et avait une voix douce. Jamais le clown de la classe. Au contraire. Après avoir obtenu son diplôme, Bob a brièvement servi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée, bien qu'il ait été libéré avant de voir le combat. Même alors, sa timidité était évidente. Ses camarades soldats se souvenaient de lui comme étant spirituel dans la conversation, mais jamais du genre à rechercher les projecteurs. À son retour chez lui, il s'est installé dans une carrière tranquille de comptable. Jour après jour, il s'asseyait derrière un bureau à faire des calculs. Ce n'était pas glamour, mais c'était sûr. Et pour Bob, cela semblait parfait. Mais voici le rebondissement. Il n'était pas particulièrement bon dans ce domaine. Il a admis plus tard qu'il gonflait ses heures parce qu'il était si lent dans ses calculs. « Ce n'était tout simplement pas mon don », a-t-il dit. Cette frustration cachée, son sentiment d'être mal placé dans le monde des bilans, a semé les graines de ce qui allait suivre. Le tournant est venu presque accidentellement. Bob et un collègue, s'ennuyant à mourir dans un emploi entreprise, ont commencé à enregistrer des conversations téléphoniques idiotes et unilatérales pour s'amuser. Elles n'étaient ni répétées ni peaufinées, juste de longs discours décousus, où Bob prétendait être n'importe qui, d'un agent de sécurité à Abraham Lincoln, pris au piège d'absurdités bureaucratiques quotidiennes. L'humour était sec, subtil et plein de pauses maladroites que personne d'autre n'oserait laisser. D'une manière ou d'une autre, ces bandes se sont retrouvées chez Warner Bros. Records. Les dirigeants du label ne croyaient pas leurs oreilles. Voici un homme sans expérience de la scène, sans routine de boîte de nuit, sans vernis professionnel. Pourtant, son flegme était différent de tout ce qui se faisait dans la comédie à l'époque. 1960, ils l'ont engagé pour enregistrer son premier album, The Button-Down Mind of Bob Newhart. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé l'imagination. Cet album ne s'est pas contenté de se vendre, il a explosé. Il a grimpé au numéro 1 des charts Billboard, devenant ainsi le premier album de comédie de l'histoire à le faire. L'Amérique était soudainement obsédée par un comptable timide et bègue qui ressemblait et parlait comme son voisin d'à côté. D'un seul coup, Bob Newhart est passé du dépôt de déclaration fiscale à la vente de plus de disques que les plus grandes stars de la musique. Mais il y avait un piège. Alors que le pays le couronnait nouveau roi de la comédie, Bob lui-même était terrifié. Il n'avait jamais vraiment joué direct. Un comptable timide pouvait-il vraiment survivre à la pression écrasante d'une célébrité soudaine? Cette question allait le hanter alors que les projecteurs ne faisaient que s'intensifier. Nous sommes 1961 et la vie de Bob Newhart est sur le point de basculer. Un an plus tôt, il était un comptable inconnu qui a décroché un contrat d'enregistrement par hasard. Aujourd'hui, il se rend aux Grammy Awards tant que nominé, un événement tellement surréaliste qu'il a admis plus tard s'être senti comme un imposteur. Après tout, il n'était pas musicien, il n'était même pas un comédien de scène chevronné, il n'était que Bob, le type à la voix hésitante et aux poses nerveuses. Et pourtant, il était sur le point de marquer l'histoire. Son premier album, The Button-Down Mind of Bob Newhart, avait déjà choqué le monde du divertissement, se hissant tête des charts Billboard. À une époque où Elvis Presley, Frank Sinatra et même les Beatles dominaient les ventes de disques, personne ne pensait qu'un disque de comédie parlée pouvait rivaliser. Mais les routines de Bob étaient partout.
Les DJ de la radio, à travers le pays, diffusaient quotidiennement des morceaux de l'album. De son légendaire sketch Abe Lincoln contre Madison Avenue à ses appels téléphoniques absurdes à sens unique, les familles se réunissaient autour de lecteurs de disques non pas pour écouter de la musique, mais pour rire de la voix de Bob Newhart. Lorsque les Grammys sont arrivés, l'industrie n'a pas pu l'ignorer. L'album de Bob a remporté le prix de l'album de l'année, battant des poids lourds du monde de la musique. C'était déjà du jamais vu. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Il a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste, ce qui fait de lui le seul comédien de l'histoire à avoir reçu ce prix. À ce jour, il détient ce record. Plus de cela, il a remporté le prix de la meilleure performance comique, raflant la mise avec 3 victoires. Pensez à quel point c'était dingue. Voici un homme qui ne s'est produit sur scène qu'une poignée de fois, éclipsant soudainement des musiciens qui tournaient depuis des années. Et contrairement à de nombreux artistes, il n'avait même pas de personnage de scène ou de nom intelligent. Il ne se cachait pas derrière Johnny Punchline ou le grand Bobigny. Il était juste Bob Newhart, son vrai nom, sa vraie maladresse, son vrai bégayement. Cette honnêteté est devenue sa marque de fabrique, mais derrière le faste des Grammys, Bob s'effondrait. Il se sentait indigne, terrifié d'avoir atteint son apogée trop tôt. Il n'était pas sûr de pouvoir reproduire la magie devant un public direct. Fait l'idée même de se tenir sur scène, le remplissait d'effroi. Les critiques le considéraient comme l'avenir de la comédie, mais Bob n'était pas sûr d'avoir un, car le prochain test ne concernait pas les disques ou les prix. Il s'agissait de savoir si Bob Newhart pouvait survivre tant qu'artiste de scène, et ce que le monde ignorait, c'est que le track menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Bob Newhart avait les Grammys, l'album de comédie le plus vendu au monde et les éloges des critiques. Mais il y avait une vérité que lui seul connaissait. Il était terrifié par les spectacles directs, fait la chose même que la plupart des comédiens convoitaient, la scène était sa plus grande peur. Contrairement aux autres comiques qui ont perfectionné leur art dans des clubs enfumés, Bob avait sauté toute cette corvée. Son premier album avait été enregistré studio et non devant un public. Ainsi, lorsque les promoteurs ont commencé à le faire jouer dans des théâtres à travers le pays, il s'est retrouvé territoire inconnu. Les lumières, les rangées de visages attentifs, le silence avant ses premiers tirs-mots. Chaque détail était étouffant. Il avouera plus tard qu'il se sentait parfois physiquement malade avant de monter sur scène. Pour faire face à la situation, Bob s'est appuyé sur des habitudes nerveuses. Au début, il allumait des cigarettes pendant ses 6 spectacles, utilisant les pauses de fumée comme couverture pour ses pauses hésitantes. Ce qu'il pensait être une faiblesse est devenu sa force. Ces longs silences, ce bégaiement, ce débit hésitant, ce n'étaient pas des erreurs. C'était du timing comique déguisé nervosité. Le public ne voyait pas la peur, il voyait un personnage. Il riait parce qu'il se reconnaissait dans son malaise. Pourtant, l'industrie n'était pas convaincue. Les dirigeants murmuraient que Bob n'était pas fait pour durer. Son style était trop calme, trop étrange, trop subtil. Comment un homme qui élevait à peine la voix pouvait-il rivaliser avec les comiques tonitruants de l'époque ? Il se mesurait à des légendes comme Lenny Bruce, Jonathan Winters et plus tard Richard Pryor, tous des artistes qui remplissaient la salle d'énergie. Comparé à eux, Bob avait l'air de se fondre dans le décor, mais le public se fichait. Il était attiré par lui parce qu'il ne prétendait pas être plus grand que nature. Il était maladroit, banal et humain, mais quelque sorte magnétique. Lors d'une célèbre apparition dans l'émission Ed Sullivan, il a tellement insisté sur son bégaiement et son débit lent que même Sullivan n'a pas pu s'empêcher de rire. C'est alors que les gens ont réalisé que la nervosité était le jeu, et que le jeu était brillant. Mais Bob lui-même n'était pas convaincu. Il vivait avec la peur constante qu'une mauvaise soirée puisse le démasquer comme un imposteur. Il craignait de ne pas être assez drôle, que son succès ne soit qu'un coup de chance. Et ses doutes se sont amplifiés lorsque Hollywood a fait appel à lui. L'étape suivante n'était pas la scène, c'était la télévision. Et les dirigeants de la télévision ne savaient pas quoi faire d'un homme qui pouvait faire rire sans une seule chute. Au début des années 1970, Bob Newhart avait survécu à l'épreuve du feu de la scène et prouvé que sa comédie n'était pas un coup de chance. Mais la prochaine frontière, la télévision, était plus délicate.
Les dirigeants de la chaîne l'aimaient bien, mais ils ne le comprenaient pas. Comment construire une sitcom autour d'un homme dont les plus grands rires provenaient de silence ? 1972, CBS a décidé de prendre le pari malgré tout. Le résultat fut The Bob Newhart Show, une série qui allait discrètement réécrire les règles de la comédie télévisée. Bob y jouait le rôle du docteur Robert Hartley, un psychologue vivant à Chicago. Contrairement aux émissions loufoques et pleines de slapstick de l'époque, cette sitcom ne reposait pas sur des pitreries ou des chutes de nos conserves. L'humour résidait dans les dialogues, discrets, conversationnels, voire parfois douloureusement maladroits. Le personnage de Bob n'était pas un premier rôle plein d'esprit. Il était le centre calme du chaos, réagissant aux patients, aux collègues et aux amis, avec son bégaiement, ses égaiements et son incrédulité flegmatique. D'autres termes, les rires ne venaient pas des blagues, ils venaient du comportement humain. Dans les coulisses, les scénaristes ont d'abord eu du mal. Ils n'étaient pas habitués à écrire fonction du silence. La comédie de Bob nécessitait de l'espace, de longues pauses que le rythme traditionnel des sitcoms ne permettait pas. Mais une fois qu'ils s'y sont penchés, l'émission a fait mouche. Son alchimie avec Susan Pett, qui jouait sa femme Emily, a donné à la série une chaleur terre-à-terre qui a maintenu le public accroché. Leur mariage semblait réel, plein de douces querelles et d'une affection tranquille, et non les frasques excessives que les couples de la télévision subissaient habituellement. Les téléspectateurs se reconnaissaient Bob et Emily Hartley, et c'était ça la magie. Les dirigeants craignaient que le public ne comprenne pas. Après tout, d'autres sitcoms à succès de l'époque s'appuyaient fortement sur les rires enregistrés et les scénarios extravagants, mais le public s'est immédiatement identifié au style discret de Bob. Il riait parce qu'il reconnaissait la maladresse des jeux politiques et juridiques de bureau, l'absurdité des séances de thérapie et les frustrations tranquilles de la vie conjugale. L'émission a prouvé que la comédie n'avait pas besoin d'être bruyante ou exagérée pour dominer les heures de grande écoute. Dès sa deuxième saison, The Bob Newhart Show a connu un succès fulgurant. Elle a duré 6 ans et est devenue un incontournable de la télévision du samedi soir. Bob n'a pas seulement fait sa transition de comptable à star de la comédie, il redéfinissait maintenant à quoi pouvaient ressembler les sitcoms américaines. Mais juste au moment où l'industrie pensait avoir compris Bob, il est revenu dans les années 1980 avec une autre sitcom. Et cette fois, il n'a pas seulement fait rire, il a réalisé l'une des fins les plus choquantes de l'histoire de la télévision. 1942, Bob Newhart était déjà une légende. Il avait un album de comédie qui avait raflé les Grammy Awards, une sitcom classique, et la réputation d'être l'une des voix comiques les plus uniques d'Amérique. Mais beaucoup pensaient que son heure était passée. Le monde du divertissement se tournait vers des comédiens plus bruyants et plus audacieux, et les dirigeants doutaient que le style calme et flegmatique de Bob puisse ancrer un autre succès. Puis vint Newhart. Le principe était d'une simplicité trompeuse. Bob y jouait le rôle de Dick Loudon, un auteur doux qui, avec sa femme, décide de tenir une petite auberge dans le Vermont rural. Cela ne ressemblait pas à la recette d'une émission de télévision incontournable. Pas d'accroche tape à l'œil, pas de concept fou, juste un homme sérieux entouré d'excentriques, mais c'était ça le génie. Bob n'avait pas besoin d'être scandaleux. Il s'épanouissait tant qu'œil calme dans un ouragan de personnages excentriques. Du bricoleur George au trio inoubliable, Larry, Daryl et Daryl, la distribution est devenue une vitrine des réactions lentes et parfaites de Bob. L'émission n'a pas seulement connu du succès, elle a duré 8 saisons, dominant discrètement le paysage des sitcoms des années 1980. Mais son couronnement est survenu 1990 lors du dernier épisode de la série. Après 8 ans de narration, les scénaristes et Bob ont décidé de tenter quelque chose de radical, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Dans les derniers instants, Dick Loudon est frappé à la tête par une balle de golf et perd connaissance. L'écran s'éteint, puis soudain, la caméra s'ouvre non pas sur l'auberge du Vermont, mais sur une chambre familière de Chicago. Bob Newhart se redresse dans son lit, sauf que cette fois, il n'est pas Dick Loudon, il est docteur. Robert Hartley, son personnage de The Bob Newhart Show. À côté de lui se trouve Susan Passett, sa femme de sitcom précédente. Les 8 années de Newhart se sont révélées n'être rien de plus qu'un rêve dans la tête de son premier personnage. Le public direct a haleté, puis a éclaté de rire.
C'était l'une des fins les plus audacieuses et les plus créatives de l'histoire de la télévision, s'ancrant instantanément comme légendaire. À ce jour, les critiques ont la classe monte parmi les meilleures fins de geek et les seniors fins de sitcom de tous les temps, aux côtés de MASH et des Sopranos. Même Jerry Seinfeld a admis plus tard que cela avait influencé sa façon de penser à la fin de sa propre émission. Ce qui la rendait brillante, c'était sa simplicité. La carrière de Bob avait commencé avec des pauses maladroites, des subversions discrètes et l'art de ne pas donner au public ce qu'il attendait. La fin de Newhart était la récompense ultime de cette philosophie. Elle était discrète, intelligente et totalement inattendue. Avec ce seul rebondissement, Bob Newhart a rappelé au monde qu'il n'était pas seulement un comédien, il était un maître artisan du timing et de la surprise. Mais alors que sa vie professionnelle atteignait des sommets vertigineux, sa vie personnelle racontait une histoire encore plus rare. Un mariage hollywoodien qui a duré plus de 60 ans, épargné par les scandales et alimenté par quelque chose de bien plus profond que la gloire. À Hollywood, où les mariages s'épuisent souvent plus vite que les pilotes de sitcom, Bob Newhart a vécu une vie qui semblait presque impossible. Stable, privé et totalement exempte de scandales, alors qu'innombrables stars de sa génération sont devenues des habitués des tabloïds, Bob a tranquillement construit une vie de famille qui est devenue la véritable colonne vertébrale de sa carrière. 1963, Bob a épousé Virginia Ginny Quinn, la fille de l'acteur Bill Quinn. Dès le début, leur mariage s'est démarqué. Hollywood était rempli d'affaires, de divorces et de disputes publiques. Mais Bob et Ginny étaient différents. Ils ont construit leur monde autour de la famille, élevant 4 enfants et s'isolant du chaos de l'industrie. Pendant que Bob filmait des émissions ou partait tourner, Ginny est devenue son point d'ancrage, veillant à ce que la maison soit toujours un lieu d'équilibre et de normalité. Le secret, disait souvent Bob, était le rire, mais pas celui qu'il produisait sur scène. C'était le petit humour tranquille entre deux personnes qui se faisaient totalement confiance. Lorsque les disputes commençaient à monter, il lançait une blague sèche et soudain, la tension disparaissait. Il attribuait à Ginny le mérite de l'avoir gardé les pieds sur terre, lui rappelant que la gloire était éphémère, mais que la famille était éternelle. « J'ai gagné à la loterie », disait-il de son mariage. Bob a également noué des amitiés qui reflétaient sa loyauté et son humilité. Son amitié la plus célèbre était avec le comédien Don Rickles, l'un des comiques les plus mordants et les plus acerbes de tous les temps. Rickles insultait tout le monde, mais Bob était son opposé, calme, patient, presque timide. D'une manière ou d'une autre, les deux sont devenus inséparables. Leurs femmes sont même devenues proches, partant souvent vacances ensemble. Le contraste entre l'humour bruyant et abrasif de Dawn et l'esprit tranquille et discret de Bob a rendu leur lien légendaire. C'était la preuve que Bob n'avait pas besoin des projecteurs. Il accordait avant tout de l'importance aux relations. La foi a également façonné sa vie. Catholique de toujours, Bob disait souvent que ses convictions le guidaient dans sa carrière et sa famille. Il n'était pas moralisateur à ce sujet, mais il vivait selon ses principes, refusant les projets qui ne correspondaient pas à ses convictions. Contrairement à de nombreux comédiens qui ont prospéré, repoussant les limites vers des territoires dits en plus sombres, Bob a bâti tout un héritage sans recourir au choc ou au scandale. Et c'est peut-être pourquoi son mariage de 60 ans a perduré, alors que tant d'autres n'ont pas tenu. Lorsque Ginny est décédée 2021, Bob a été dévasté. Ses amis ont dit que c'était comme perdre la moitié de lui-même, mais même dans le deuil, il est resté un symbole de loyauté, la preuve qu'une vie dans le divertissement ne devait pas nécessairement être consumée par celui-ci. Pourtant, l'histoire de Bob n'était pas terminée, même après des décennies de succès, son influence était loin de s'estomper. Parce que dans ces dernières années, il serait célébré non seulement comme un pionnier de la comédie, mais aussi comme une légende dont le génie tranquille a continué à façonner la forme d'art pour les générations à venir. Lorsque Bob Newhart est décédé 2024 à l'âge de 94 ans, le monde du divertissement n'a pas seulement perdu un comédien, il a perdu l'un des architectes les plus importants de la comédie moderne. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais son influence était partout, tissée dans l'ADN des spectacles d'humour et des sitcoms qui ont suivi.
Ce qui distinguait Bob, c'est qu'il ne s'est jamais appuyé sur le choc, la vulgarité ou les effets de manche pour faire rire. Il s'est appuyé sur le timing, le silence et l'authenticité. Son bégaiement nerveux, les pauses hésitantes, la façon dont il laissait le public combler les lacunes, ces outils sont devenus sa signature. Ce que d'autres auraient pu considérer comme une faiblesse, il l'a transformé génie et les comédiens qui l'ont suivi l'ont remarqué. Jerry Seinfeld a admis un jour que le style discret de Newhart avait façonné sa façon d'aborder la comédie d'observation. Jim Gaffigan l'a appelé le parrain de la comédie tranquille. Alors que Conan O'Brien a dit que Bob lui avait appris le pouvoir de laisser la maladresse respirer, même aujourd'hui, lorsque des comédiens comme Nate Bargatze ou Dimitri Martin se produisent bien dans des styles flegmatiques discrets, l'ombre de Bob Newhart est là. Ses empreintes digitales sont partout. Et ce n'était pas que la comédie. 2013, lorsque Bob Guest a joué dans The Big Bang Theory, le public a explosé de joie. À 83 ans, il a joué le rôle du professeur Proton, un personnage à la fois hilarant et sincère. Cette performance lui a valu son tout premier prix Emmy des décennies après qu'il ait déjà changé la comédie à jamais. C'était comme si l'industrie rattrapait enfin ce que le public avait toujours su. Bob Newhart n'était pas seulement drôle, il était intemporel. Mais au-delà des prix, des spectacles et de l'héritage, ce dont les gens se souviennent le plus, c'est de son humanité. Il était la rare figure hollywoodienne qui a réussi à rester les pieds sur terre, à rester aimable et à faire passer la famille avant la gloire. Il n'a pas couru après la controverse, il ne s'est pas épuisé, il a perduré. Et lorsqu'il a finalement tiré sa révérence, il a laissé derrière lui non seulement des rires, mais aussi une feuille de route sur la façon de vivre une vie d'intégrité dans un monde qui récompense souvent le contraire. Aujourd'hui, on se souvient de Bob Newhart non seulement comme d'un comédien, mais aussi comme d'un révolutionnaire discret. Il a prouvé que la subtilité pouvait être aussi puissante que le bruit, que l'humilité pouvait surpasser l'arrogance et que parfois la voix la plus timide de la pièce laissait l'écho le plus profond. Et c'est peut-être là le véritable héritage de Bob Newhart. Pas les Grammy, pas les Emmy, pas même les sitcoms emblématiques, mais le simple fait qu'il a fait rire les gens sans jamais trahir qui il était. Un comptable bègue à la voix douce qui a changé la comédie à jamais. Et même maintenant, bien après sa disparition, le monde rit encore avec lui.